Gilles pour ces mots d'introduction. Merci Monsieur le maire d'être ici, d'avoir prêté cette salle pour cet événement. Merci à vous tous d'être aussi nombreux finalement, c'est pratiquement comble, pour écouter ces exposés. Donc je viens de la recherche fondamentale, de la recherche guidée par la curiosité. Le CERN, c'est le laboratoire mondial de la physique des particules élémentaires qui, comme l'a dit Gilles, s'occupe de comprendre de quoi vient la matière, de quoi est faite la matière, d'où vient la matière, d'où vient l'univers et quel est le futur qu'on peut anticiper pour l'univers et pour la matière. Des questions très fondamentales. Donc comment, à partir de cette position de président du Conseil du CERN, j'ai évolué vers promouvoir une décennie de toutes les sciences et de toutes les connaissances pour un développement soutenable. Il y a eu un intermédiaire sur lequel je vais parler un tout petit peu. C'est qu'au départ, j'ai été le président de l'année internationale des sciences fondamentales, donc des sciences guidées par la curiosité. A priori, on pourrait dire que ça n'a rien à voir avec le développement durable. Et bien si, justement, cette année internationale était une année internationale des sciences fondamentales pour un développement durable. Et je vais essayer de vous montrer dans une première partie que la curiosité reste essentielle si on veut penser à un développement durable. Et ensuite, j'étendrai ça à toutes les sciences et toutes les connaissances. Donc, science de la soutenabilité, donc comme je l'ai dit, mon exposé, qui sera introductif à celui que fera Elsa Cariou, sera donc de l'année internationale des sciences fondamentales pour un développement durable à la décennie de toutes les connaissances et de toutes les sciences pour un développement soutenable, 2024-2033. Comme l'a dit Gilles, cet exercice développement soutenable doit être fait à toutes les échelles. Donc moi, je vais me concentrer plutôt sur un discours très général, mais Elsa sera sur l'échelle locale. Alors, pour quelles raisons essentielles on a souhaité avoir une année internationale des sciences fondamentales pour un développement durable? C'est parfaitement illustré, je trouve, et c'est mieux que des mots, par cette courte vidéo que je vais vous montrer, dans laquelle la star est ma nièce Héloïse Goldberg. La curiosité à l'égard du monde qui nous entoure est ce qui fait de nous des êtres humains. Cette volonté de comprendre notre environnement est le moteur des sciences fondamentales. Incité par cette curiosité, chaque nouvelle génération de scientifiques enrichit le réservoir des connaissances accumulées par les générations précédentes. Nous sommes arrivés à un moment déterminant pour le futur de notre planète. Maintenant, plus que jamais, il est impératif de puiser dans ces réservoirs de connaissances pour résoudre les problèmes globaux qui se présentent à nous et pour ouvrir la voie à un développement plus durable. Sous aucun prétexte ne devons-nous relâcher notre curiosité. Les générations futures trouveront de l'inspiration dans les savoirs que nous accumulons aujourd'hui et qui les dotera des puissants outils nécessaires à la construction d'un monde meilleur. Donc, comme j'ai dit, cette vidéo a été faite par le CERN. C'est ma petite nièce, donc qui a maintenant 14 ans. Elle veut devenir la première femme pilote de Formule 1. Je peux vous dire qu'elle a eu beaucoup d'ardeur. Pour l'instant, pas avec encore beaucoup de succès, mais j'espère que ça va marcher. Cette année internationale, donc avec cette motivation essentielle que les sciences fondamentales construisent le gisement des connaissances dans lesquelles les générations futures puisent pour faire face à leurs problèmes. Cette année internationale a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 2 décembre 2021 et elle a eu lieu en 2022 et 2023 parce qu'on était en pleine période de Covid et donc il y a eu un petit retard à l'allumage.
elle a été portée surtout par les pays en voie de développement, notamment par le Honduras, plus que les pays développés. Ce qu'on montre long sur la désaffection pour la curiosité qui règne un peu chez nous. Donc les principales raisons, donc la première raison c'est celle qui a été développée dans la petite vidéo, les recherches fondamentales alimentent le gisement des connaissances. Mais la deuxième raison, c'est que bien sûr, il y a actuellement, je ne sais pas si c'est parce que les gens sont blasés ou la société est blasée, mais comme je vous l'ai dit, il y a une certaine désaffection pour ce qui est guidé par la curiosité, en mettant en avant l'appliqué et le rentable. Et donc dans les discussions qui concernent le futur, les sciences fondamentales ne sont pas toujours considérées au niveau où elles le devraient. Alors que, comme je l'ai dit, elles alimentent le gisement des connaissances, mais aussi elles contribuent à réenchanter par leurs questions le monde et par les réponses qu'elles apportent. Le Big Bang a changé complètement notre manière, notre rapport à l'univers, les découvertes autour du Big Bang. Très récemment, le boson de Higgs découvert par le CERN est en train aussi de changer notre compréhension de l'infiniment petit et du vide, de ce qu'on appelle le vide, qui n'est pas là aussi vite que ce qu'on pensait. Ces recherches, on ne peut pas les planifier, c'est probablement ce qui déplaît aux décideurs. Souvent on cherche quelque chose et on trouve autre chose, c'est ce qu'on appelle la sérendipité. La chance joue un rôle. D'ailleurs, les Espagnols ont édité un billet de loterie à l'insigne avec l'emblème de l'année internationale des sciences fondamentales pour un développement durable. C'est vrai que la chance a un rôle. Les sciences fondamentales explorent un peu l'âme de l'univers et notre rapport à l'univers. Et donc c'était ces thèmes-là qu'on voulait mettre en avant. Alors les exemples qu'on a mis en avant tout au long de l'année internationale des sciences fondamentales pour un développement durable, ce sont les suivants, mais il y en a bien d'autres encore, hein, je ne les ai pas tous mis pour ne pas lasser. Les vaccins, alors évidemment à l'époque de la Covid, il fallait rappeler ça, les vaccins et les traitements contre la Covid sont pleins de biologie fondamentale, l'ADN, l'ARN, le web, qu'est-ce qui se passe encore? Le web est né au CERN des besoins de collaboration planétaire, comme l'a dit Gilles, c'est un exemple de collaboration, des besoins de collaboration planétaire en sciences fondamentales pour la recherche du boson de Higgs. Il fallait relier les laboratoires entre eux, qui soient au courant de tous les détails de la machine et des expériences, chacun là où il est, et donc pouvoir échanger et collaborer ensemble. Les outils de recherche sur le web viennent comme par exemple Google, viennent d'une idée mathématique brillante. Le GPS que tout le monde utilise maintenant, notamment pour venir ici, s'appuie sur la théorie de la relativité d'Einstein et sur les horloges atomiques quantiques. Le projet de décodage du génome humain a ouvert la voie aux thérapies géniques. La seconde révolution quantique, dont on parle beaucoup en ce moment, d'ailleurs on s'attend à ce que l'année prochaine soit une année internationale du quantique et des technologies quantiques. La seconde révolution quantique n'a que maintenant que des applications, c'est que maintenant qu'on envisage ces applications. Même la science des plaques tectoniques a révolutionné notre connaissance de la planète et donc la géologie, dont va parler Elsa dans un moment. La génération et le stockage des énergies renouvelables dépendra des avancées en physique, chimie et sciences des matériaux. Donc cette année internationale des sciences fondamentales pour un développement durable a été soutenue, le comité de pilotage, c'était pratiquement toutes les unions scientifiques de toutes les sciences et toutes les organisations scientifiques. On avait 122 académies, 29 lauréats Nobel et médaillés Fields. Ça a été fait, bien sûr, ça a été proclamé par les Nations Unies, mais ça a été sous les auspices de l'UNESCO et d'autres. On a eu l'aide du Club de Rome, de l'Union interparlementaire, qui est l'union de tous les parlements dans le monde, et d'autres organisations prestigieuses qui nous ont bien aidés. On a organisé à peu près 500 événements dans 20 pays, et les événements phares sont la cérémonie d'ouverture qui a eu lieu en juin 2022 à l'UNESCO. Au Vietnam, quelque chose d'original qui est autour de sciences, éthique et développement humain, qui nous concerne tous, spécialement maintenant. Une autre conférence en Serbie qui a été déterminante pour la décennie, c'est la conférence mondiale des sciences fondamentales pour un développement durable,
qui a montré qu'il fallait embarquer toutes les sciences. En Afrique, on a eu au Rwanda une conférence sur la transformation, les sciences fondamentales pour la transformation. On a eu aussi comment les sciences de la vie rencontrent le climat et l'environnement à Paris. On a eu enfin la cérémonie de clôture au CERN à Genève le 15 décembre 2023. Donc la déclaration de la cérémonie d'ouverture s'inscrit bien dans la foulée de la vidéo que je vous ai montrée. Les sciences fondamentales sont des sciences d'investigation guidées par la curiosité. Elles sont la base de l'éducation et les sources de découverte qui se transforment plus tard en application. Elles peuvent être une composante d'un développement soutenable pour tous, amélioration du bien-être pour tous, éducation et partage des connaissances en respectant la nature. L'éducation, les découvertes, les applications et un développement soutenable et équitable favorisent le développement des sciences fondamentales collaboratives et ouvertes. Donc c'est un espèce de cercle vertueux que l'on veut promouvoir tout au long de cette année. Alors au Vietnam, autour de l'éthique des sciences et du développement durable, on a insisté sur le fait que, bien sûr, les sciences, les connaissances, les technologies, les innovations façonnent notre vie, nos imaginations, nos espoirs et nos craintes. Elles sont un héritage universel et un bien commun, mais que malgré tout, les choses ont quand même changé. Les scientifiques ne peuvent plus rester dans leur tour d'ivoire et se désintéresser de leur impact. L'impact, on a l'habitude de juger les scientifiques par le taux de citation, le taux de publication, des choses comme ça. L'impact des sciences ne doit pas être ignoré. Les scientifiques doivent se soucier de l'impact de leur recherche et communiquer avec la société. C'est ce qu'on appelle la responsabilité. En même temps, ils doivent avoir la liberté de chercher et de collaborer. C'est ce qu'on appelle la liberté. Et donc c'est cet équilibre entre responsabilité et liberté qui permettra à la société de leur faire confiance et qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle, notamment pour le développement soutenable, pour le futur. L'éducation à tous les niveaux devrait inclure l'éthique, l'intégrité et la soutenabilité. En matière donc de politique de recherche, on a essayé de sortir un statement, une prise de position, s'assurer donc de l'intégrité, de la transparence et de la réciprocité, avec un appel au gouvernement et aux institutions qui permettent, donc ça c'est la responsabilité, intégrité, transparence, réciprocité, et un appel au gouvernement pour assurer la liberté de voyager. Les problèmes des visas sont de plus en plus compliqués. Liberté de collaboration internationale et de rencontrer des pairs, qu'ils soient en Russie, en Iran ou en Chine, pour nous. Ne pas ériger des barrières aux collaborations internationales, au contraire les favoriser et favoriser les échanges avec et entre les jeunes scientifiques du monde entier. Donc encore une fois, c'est la liberté. À Belgrade, on a commencé à jeter les jalons pour aller vers une décennie de toutes les sciences et de toutes les connaissances pour un développement durable. La science, maintenant, on voit émerger ce qu'on appelle une science de la soutenabilité, qui est intégrative et ouverte, et elle doit être enseignée. La science de la soutenabilité doit être co-construite, c'est ce qu'a dit Gilles au début, co-construite avec toutes les sciences, la culture, la société, c'est ce qu'on appelle la transdisciplinarité. Avec Marie-Odile Manchicourt ici présente, on a déjà commencé, il y a déjà une dizaine d'années, à promouvoir cette intégration des sciences, que ce soit des sciences fondamentales, que ce soit des sciences appliquées, que ce soit des sciences naturelles, que ce soit des sciences sociales, que ce soit les humanités, donc les arts et la culture, la littérature, que ce soit les connaissances dans les sociétés, notamment les sociétés indigènes. Tout ça doit être mis en place, qu'on appelle, ça va au-delà de l'interdisciplinarité, qui sont plusieurs disciplines ensemble, c'est la transdisciplinarité, science, société, pour essayer d'affronter la soutenabilité. Et cette science de la soutenabilité, une planète soutenable, va depuis le très fondamental, savoir ce que signifie l'habitabilité d'une planète, et dans ce sens on peut raccrocher les recherches des astronomes d'exoplanètes dans des systèmes solaires éloignés, essayer de trouver les planètes qui ressemblent à la Terre, et de voir quelles sont les conditions qui font que certaines planètes peuvent être habitables par la vie, c'est ça qu'on veut dire, et d'autres ne peuvent pas l'être. Donc comprendre ce que veut dire l'habitabilité, ça c'est très fondamental, jusqu'à la poursuite des 17 buts du développement durable que j'ai montré dans la planche que vous aviez sous les yeux avant de démarrer cette présentation, qui sont des objectifs très concrets
autour de l'eau, de la faim, du bien-être, et de l'éducation, et tous les 17 objectifs concrets. Donc ça va depuis le très fondamental jusqu'au très concret. Il faut avoir en tête, derrière, bien sûr, ce qui est fondamental, réduire la pauvreté, revoir la définition du bien-être au-delà de sa mesure par la seule consommation, et viser un monde juste et une planète en bonne santé. Viser une économie circulaire, alimentée par des énergies décarbonées, ce qui demande beaucoup d'innovation. C'est pas aller vers un développement soutenable, ça ne veut pas dire revenir en arrière. Il faut inventer une manière de créer cette économie circulaire alimentée par des énergies décarbonées. S'inspirer des modèles d'organisation des grands projets scientifiques, j'y reviendrai là-dessus, c'est-à-dire comme le CERN, promouvoir des collaborations mondiales pour la science de la soutenabilité, qui pour l'instant sont très fragmentées. S'inspirer aussi des modèles d'interaction entre les scientifiques et les décideurs, comme le modèle du GIEC, c'est d'ailleurs de la transdisciplinarité, où les scientifiques travaillent avec des citoyens, des décideurs du privé et du public, et viser donc des centres transdisciplinaires, citoyens, scientifiques, artistes, décideurs, dans des centres qui soient à toutes les échelles, dans des villages, dans des provinces, dans des pays, dans des groupes de pays, et voire mondiaux. Et on pensait déjà à ce moment-là qu'une décennie d'action serait nécessaire pour cela. Et donc c'est comme ça que la décennie internationale des sciences pour un développement soutenable a été proclamée par consensus par l'Assemblée générale des Nations Unies le 25 août 2023. Cette fois-ci, la résolution est portée par la Serbie, avec de nouveau beaucoup de pays, surtout des pays en voie de développement. Dans la résolution elle-même, il est bien inscrit qu'il s'agit de toutes les sciences, comme je l'ai dit, aussi bien fondamentales qu'appliquées, naturelles que sociales et humaines, et toutes les connaissances, y compris les connaissances traditionnelles et indigènes. Donc les raisons et les buts, ils apparaissent clairement à travers ce que j'ai dit et qui a été discuté pendant l'année des sciences fondamentales pour un développement durable. Bien qu'essentielles, les sciences fondamentales ne sont pas suffisantes. Nous devons embarquer toutes les sciences et toutes les connaissances, y compris traditionnelles. Donc une économie circulaire, équitable, pacifique et respectueuse de la planète, alimentée par des énergies décarbonées, sont un but à atteindre. Les sciences pour la soutenabilité, elles montent en puissance, on les voit apparaître un peu partout, mais elles sont très fragmentées thématiquement. Peut-être que d'ailleurs les 17 objectifs du développement durable contribuent à casser l'unité de tout ça. La biodiversité, ça interagit avec le climat, et l'eau aussi, les sols, tout ça, ça interagit ensemble. Ils sont très fragmentés thématiquement, géographiquement, c'est fait un peu sans coordination. Et du point de vue organisationnel, il n'y a rien du tout, il n'y a rien de comparable au CERN. Il faut créer des milliers de centres de recherche transdisciplinaires pour la soutenabilité, connectant chercheurs, citoyens, décideurs du public comme du privé, à toutes les échelles territoriales, villages, provinces, pays, continents et global, et les interconnecter, comme le CERN l'a fait en connectant tous les laboratoires du monde entier pour la recherche du boson de Higgs. Créer donc pour la science de la soutenabilité le même esprit qui a présidé à la création du CERN après la Deuxième Guerre mondiale. Donc les sciences de la soutenabilité, elles ont trois pans. Donc appréhender, ça veut dire comprendre, co-construire des réponses, donc c'est là où il faut les sciences, les humanités et la société, et transformer à toutes les échelles territoriales, et avoir une vision intégrée de la soutenabilité. Donc on pourrait dire que c'est très utopique ce que je présente là. C'est vrai que ça peut avoir un côté utopique. Malgré tout, je voudrais quand même donner une note d'optimiste avant de passer la parole à Elsa pour qu'elle décrive les enjeux locaux. C'est vrai que les défis mondiaux apparaissent comme des catastrophes annoncées. Mais malgré tout, on sait bien que c'est dans les temps de catastrophes que tous les pays s'unissent pour venir aider. Un tremblement de terre en Iran, et ben on voit les États-Unis, Israël, tous les pays qui contribuent à essayer d'aider les populations qui sont touchées par le tremblement de terre. Et donc, on peut espérer que les défis mondiaux qui sont devant nous,
qui sont des catastrophes annoncées, seront l'opportunité pour une coopération mondiale et pour construire un monde meilleur. Ceci passera par une mobilisation internationale et par des lois et des traités en liaison avec un développement durable. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas jeter à l'eau les organisations internationales comme les Nations Unies, l'UNESCO, pour essayer de promouvoir des traités qui puissent assurer de franchir ces étapes pour un développement soutenable. Voilà, donc je terminerai, parce que je ne vais pas prendre trop de temps, sur le fait qu'on compte sur tout le monde, hein, aussi bien dans les villages qu'au niveau mondial. On compte sur vous, et puis ça va vouloir faire de l'anglicisme, yes we can, yes we must, je pense que les gens comprennent. C'est quand même la note optimiste sur laquelle je voudrais terminer. Merci. Je pense qu'on va faire quelques questions maintenant déjà. Donc, session ouverte de questions. Si vous n'en avez pas, que vous voulez, ça peut revenir à la fin comme vous voulez. Mais on peut démarrer maintenant. Après, il y a. Voilà. Dans le slide que vous avez présenté sur les pays qui sont porteurs de l'initiative, on note l'absence de la France. Oui, oui. Alors, pourquoi ? Il y a des raisons, je vais revenir. C'est pas complètement il manque la France et les pays développés. Pourquoi ? Dès qu'on parle le concept de développement durable, de développement soutenable, a été porté par les pays développés au début, et avec une réaction négative des pays en développement en disant mais là vous êtes en train de nous mettre des chaînes aux pieds qui nous empêchent de sortir de la pauvreté. Et donc pour éviter cet aspect-là, on a l'impression que c'est les pays développés qui mettent des bâtons dans les roues de ceux qui ont besoin de se développer, qu'ils ont souhaité ne pas être mis en avant. Il y a eu un consensus, ils ont voté. Ils n'ont pas voulu être mis dans les porteurs. Et ça peut se comprendre. Au début, j'étais choqué, mais après, finalement, je comprenais ça. Mais il y a quand même la Grande-Bretagne. Alors, il y en a quand même certains qui passent. Ouais, il y en a certains qui passent au-delà de ça. Mais la consigne qu'il y avait dans le G7, dans une consigne formelle, c'était essayer de ne pas apparaître comme les porteurs, parce que ça se faisait un peu arrogant. Ouais. C'est ce que je comprends. Est-ce que vous pouvez répéter? Je n'ai pas compris. Pourquoi les pays développés? Parce que promouvoir le développement durable, lorsque ça vient des pays développés, c'est perçu par les pays en développement comme si on leur mettait un boulet au pied pour les empêcher de sortir de la pauvreté. Donc il vaut mieux que ce soit les pays en voie de développement qui promeuvent un développement soutenable, plutôt que les pays développés qui leur disent « Ah, il faut un développement soutenable, vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela. » Une autre question. Oui. Est-ce que ces collaborations internationales en période de montée des risques de guerre un peu partout, avec des blocs, c'est possible? Est-ce que c'est pas partager des risques avec de futurs agresseurs, l'un de l'autre contre l'autre, par exemple? Alors, c'est en ce sens que je disais que ça paraît maintenant utopiste, parce que au lieu d'avoir une collaboration mondiale qui est nécessaire pour affronter cette question-là, on voit se dessiner des murs entre des blocs, comme vous le dites, de plus en plus importants. Et la possibilité de collaboration est de plus en plus difficile. Mais donc, alors évidemment, je ne vais pas dire que c'est un espoir, mais je pense que quand même, avec ces catastrophes annoncées, j'espère qu'il y aura une réaction. C'est vrai, il y a trois freins au développement durable. Il y a d'abord l'empire des capitaux et de la manière de faire des profits, hein, c'est-à-dire la culture du profit, sur laquelle est basé le capitalisme, qui est la culture du profit qui a envahi le monde entier, la culture des migrants. Deuxièmement, il y a cette montée des antagonismes qui va à contre-courant de la collaboration qui est nécessaire. Et troisièmement, il y a aussi le côté artificialisation qui envahit toute la société, qui fait qu'elle a du mal à se préoccuper de ce qui en fait est essentiel. Donc il y a la classe dirigeante qui évidemment ne veut pas, donc les profits qui ne veulent pas céder, une artificialisation générale de la société qui ne se rend pas compte des défis qui sont derrière, et des conflits qui montent.
Ceci dit, peut-être qu'il y aura à un moment ou un autre une réaction, comme j'ai dit, dans les catastrophes, il y a toujours eu des moments du... Mais le... Pardon. Oui. Les résultats des recherches sont-elles en open source? Donc nous, on promeut l'open source. Le CERN fait tout en open source. Le web a été mis à la disposition de tout le monde. Il n'y a pas eu de brevet de prix sur le web, sinon ça aurait changé complètement la face du monde. Et on promeut, pour la soutenabilité, que tout soit en open source. Parce que Même c'est le la seule... fondamental. Pardon? Même la recherche fondamentale. La recherche fondamentale en open source, tout devrait être en open source pour la Tout devrait soutenabilité. être. C'est vraiment notre... Et l'UNESCO est sur la même longueur d'onde. Ceci dit, c'est pas encore gagné. Parce qu'il y a des intérêts privés pour essayer de tirer des profits des avancées sur la soutenabilité. Mais nous, c'est le collaboratif, l'open source, qui sont les principaux cadres qu'on voudrait promouvoir. Et c'est vrai que dans les collaborations scientifiques, les grandes collaborations, c'est ce qu'on promeut. Oui. D'un point de vue pratique, vous travaillez avec quel type d'organisation et quel type de budget? Alors, c'est surtout avec l'UNESCO et les Nations Unies qu'on travaille, mais on a quand même du budget qui vient des académies des sciences, des unions scientifiques, et donc on essaie d'éviter des financements privés parce qu'il y a un côté de ce qu'on appelle greenwashing, c'est-à-dire c'est une manière pour eux de se dédouaner de ce qu'ils font. Donc on utilise des fonds publics, soit venant de l'UNESCO, soit venant des Nations Unies. On évite même les gouvernements, parce qu'on a peur que là aussi ce soit... Donc les académies des sciences, que ce soit les sciences sociales, les sciences naturelles, ou bien les unions de physique, les unions de chimie, les unions sociales, tous ces fonds. Ça nous limite pas mal, mais malgré tout, l'année internationale, on l'a fait comme ça, hein, avec des fonds entièrement venant des académies et des unions, c'est ce que j'ai mentionné. Et on évite même les fonds gouvernementaux parce qu'ils sont également trop colorés. Notre monde capitaliste ou mondialiste veut de la croissance. Est-ce que le développement durable peut permettre une soutenabilité par une décroissance ou est-ce qu'elle est possible? C'est sûr qu'il faut sortir du seul critère du PIB, hein, qui est dévastateur, ce critère-là. Il faut avoir un critère de... Maintenant, il y a d'ailleurs plusieurs indices qui pourraient remplacer le PIB autour du bien-être, qui impliquent de comment les gens se sentent, c'est plus qualitatif, comment ils sont éduqués, comment ils sont soignés. C'est des indices qu'on peut construire, les indices de bien-être. Même s'il y a un côté subjectif, c'est vrai, dans le bien-être. Mais on voudrait promouvoir ces indices-là à la place du PIB. Et ça implique, dans certains secteurs, effectivement, ne pas croître ou voire décroître, mais dans d'autres, pour la santé, pour l'éducation, c'est plutôt croître. Donc il faut trouver ça change les équilibres. Mais il y a beaucoup d'économistes qui sont impliqués dans... Notre modèle, c'est je ne sais pas, pour ceux qui sont peut-être plus anciens, ils ont connu le Club de Rome, qui a été... D'ailleurs, ce Club de Rome, pour moi c'est emblématique, parce que le Club de Rome, il y a 50 ans, basé sur réunissant des scientifiques, des économistes, des gens des sciences sociales et humaines, des gens de la société, d'anciens politiques, des représentants des sociétés indigènes, avait prédit, animé par la curiosité, avait prédit qu'on arriverait à un moment ou à un autre, le modèle n'était pas soutenable. Et 50 ans après, on s'aperçoit qu'ils ont raison. Et leur modèle était vraiment très bien. Il continue à exister. Ce qu'il faudrait, c'est des clubs d'Europe à toutes les échelles, y compris à Barbâtre, où on réunirait des gens comme ça. C'est vraiment, pour moi, c'est le modèle de la transdisciplinarité. Les politiques n'écoutent pas ça. Oui, je sais. Les anciens. C'est pour ça qu'il faut partir en bas, dans l'équipe commune, et, puis, Et mettre en réseau. et mettre en réseau des trucs. Et maintenant, il y a beaucoup de techniques pour mettre en réseau. Y compris mettre en réseau toutes les données, etc. Oui, vous parliez de prendre comme exemple les collaborations internationales, et c'est vrai que pour tout ce qui est partage des connaissances, etc., ce sont des modèles, mais pour ce qui est du développement durable, etc.,
enfin, la question que je pose, c'est on parle actuellement de faire des collisionneurs toujours plus grands, par exemple au CERN, en l'occurrence le très très grand collisionneur circulaire, le FCC. Les projets en termes d'énergie vont augmenter de plus en plus. C'est très bien pour la curiosité, mais du point de vue de l'opinion publique, on se dit ça fait beaucoup d'énergie, ça fait... Et même si on ramène par habitant en Europe, c'est sûr que c'est peu, mais c'est vrai qu'en termes de message, est-ce que c'est pas contradictoire avec le développement durable qu'on voit comme ça? Alors effectivement, bon, là on rentre dans un domaine qui est plus lié à la conférence elle-même. Donc le projet futur du CERN, c'est un accélérateur de 100 km de circonférence qui passe sous le lac Léman, fait le tour du Salève, passe sous le Rhône et rejoint vers le Jura. Donc c'est un projet qui paraît gigantesque. Mais les conditions dans lesquelles il pourrait être acceptable, elles sont bien connues maintenant de la direction du CERN et de la communauté. C'est d'abord, ça doit être un projet mondial, donc qui rassemble tous les laboratoires du monde entier. Et donc ça ressemble un petit peu à ce que je décrivais, d'essayer d'interconnecter tous les laboratoires de soutenabilité. Première condition. Deuxième condition, une discussion avec la population sur l'impact que ça a sur les gens autour de cette machine. Ils ont commencé à faire ces discussions pour que le projet soit acceptable par les populations. Et concernant l'aspect énergétique, il y a l'idée, à l'occasion de ce projet-là, de développer une technique nouvelle qui est basée sur la supraconductivité à haute température critique, qui permet d'économiser beaucoup d'énergie et d'avoir des applications sociétales qui pourraient être considérables. Cette technologie n'est pas encore comprise, elle existe un petit peu à l'état embryonnaire, et le développement de cette technologie pourrait être une rupture très intéressante pour le CERN et pour la société. Donc c'est autour de ces trois axes que la réflexion se fait. C'est un projet qui va durer 50 ans. Et pour la soutenabilité, c'est la même chose. Donc il faut arriver à interconnecter tous les laboratoires, partager les données, collaboratifs, ouverts, voir l'impact sur les territoires à toutes les échelles, et essayer d'avoir des idées nouvelles pour aller vers la soutenabilité, parce que ça ne sera pas comme ça sans innovation. Oui. Est-ce que vous avez des étapes que vous estimez, là, dans les 10 ans qui viennent, un projet phare à atteindre à la fin de la 10e année, dans des milestones? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Alors, c'est sous-jacent. Donc je vous dis, moi, le projet auquel j'ai le plus à cœur, parce qu'évidemment, je ne suis pas le seul, il y a d'autres projets qui existent. Le projet sur lequel moi je m'attelle, il vient de mon passé qui était au CERN, c'est d'abord d'avoir des laboratoires, des mini-clubs de Rome, si je puis dire, transdisciplinaires dans tous les villages, dans les villages, dans les provinces, dans les pays, dans les groupes de pays et au niveau mondial, qui soient interconnectés. Quand je dis interconnectés, ça veut dire que toutes les données sont partagées, tous les papiers les publications sont ouvertes et partagées sur un dépôt consultable par tout le monde, donc chacun peut savoir tout ce que sont les autres, que les ressources informatiques soient mises en commun de sorte qu'on soit au fin fond de l'Inde ou aux États-Unis avoir accès à la même puissance calcul, parce qu'on a mis tous les ordinateurs en commun, et de même pas savoir où le calcul se fait et où sont les données, avoir accès de manière ouverte et uniforme de partout, en mettant en commun tous les moyens informatiques. Ça veut dire que même les citoyens peuvent mettre leur PC dans le réseau et apporter leurs données d'observation et leurs moyens de calcul à la disposition de cette infrastructure collaborative et qui est à la fois une infrastructure et un réseau, et que les gens puissent commencer, chacun modéliser un petit peu, par petits morceaux, faire un jumeau numérique de la Terre, par petits morceaux, en développant des simulations locales, au niveau province, au niveau pays, avoir une espèce de modèle numérique de la Terre qui permette de voir l'impact des mesures qu'on prend. C'est exactement l'approche qu'a fait le CERN pour le boson de Higgs, où il y avait des énormes détecteurs, chacun apportait sa petite pièce, et tout était mis ensemble, et chacun arrivait avec cette petite modélisation, et on était à la fin la modélisation de l'ensemble des détecteurs. Donc c'est un peu cette idée, un peu naïve, mais qu'il faut creuser avec tout le monde,
de mise ensemble des données, des moyens et des simulations numériques pour arriver à une compréhension de l'ensemble du système Terre. Ceci dit, ce n'est pas la fin de l'histoire, parce que les données, le numérique, c'est pas résumer la soutenabilité à des données, à des numériques. Il y a des choses qui vont au-delà de simplement ce qui est numérique. Il y a une approche, il y a d'autres approches artistiques, culturelles, qu'il faut intégrer aussi, et qui ne sont pas la dimension numérique n'est pas la seule. Donc moi, c'est ma vision, mais ça n'est qu'un sillon. Il doit y avoir d'autres sillons qui sont tracés à travers toutes les cultures qui existent pour essayer de s'inspirer de leur approche à la Terre et à l'univers, pour essayer de se comprendre mieux et d'arriver vers une soutenabilité de développement, même si ces développements peuvent être très différents. Oui. Est-ce que vous avez des liens avec des mouvements ou des initiatives qui viennent des citoyens? Par exemple, je pense à quelques exemples du style le hackathon, je ne sais pas si vous connaissez le hackathon, la fresque du climat, ou Team Force the Planet par exemple, qui est aussi, alors qui est un mouvement plus associatif, mais est-ce que vous avez des liens avec ce type? Alors c'est le but de la première année de la décennie, ça sera de faire un inventaire, on l'a affiché, de tout ce qui existe et de tisser des liens avec tout ce qui existe. Et après, avec eux, j'ai mon idée, parce que je viens d'exposer, mais après on verra avec eux comment vers où on va. Mais c'est la première chose qu'on va faire, c'est l'inventaire et les Merci Michel.